Je m'appelle François Grégoire. Je m'appelle Mélodie Meillard. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ici, Mélodie? Mais aujourd'hui, on retourne à la première étape. C'était, si on se rappelle, on a fait un sondage. Puis, Au printemps dernier. Au printemps dernier, merci. Puis, lors du sondage, il y a 3 choses qu'on a réalisées. Les physios adorent leur profession. Les TFIS adorent leur profession. On a des insatisfactions et on a des questions. Et on voulait répondre à ces questions-là. Puis, on s'est dit que la meilleure façon, c'était d'interviewer ou de rencontrer des gens et leur poser les questions qu'on avait pour avancer plus. Donc, on vise à un meilleur futur, que les physios avancent de plus en plus, les TFIS avancent de plus en plus, puis pour ça, on s'est dit, pourquoi pas un podcast? Puis on a d'autres missions aussi, François. Bien, on voulait aussi, évidemment, on veut faire, comme tu dis, on veut aider, c'est noble, on veut faire avancer nos professions. Ceci étant dit, on veut aussi apprendre à connaître un petit peu plus les personnes qui sont derrière ces postes-clés-là en physio qui influencent notre quotidien, puis être capable d'aborder des enjeux là, qui sont importants, d'ailleurs basés entre autres sur les réponses qu'on a reçues là, dans le sondage Le Pouls de la physio. Alors, c'est les raisons pour lesquelles on produit où on décide de commencer à faire ce genre d'intervention-là dans le podcast. Alors, qui on reçoit aujourd'hui, Mélodie? Aujourd'hui, on reçoit Denis Pelletier. Et attention tout le monde, on a dit à Denis qu'on voulait répondre à des questions, puis que parfois, il enlève son chapeau, je dirais, de président d'ordre, mais aussi... Il nous l'a dit que c'était politique, être président. Oui, il nous a dit vraiment que c'était politique. Puis c'était intéressant parce qu'on comprenait mieux son rôle politique. Tu sais, des fois, je pense qu'on voit Denis comme un directeur général, mais finalement, c'est pas vraiment ça son rôle. Puis moi, j'ai adoré quand il a parlé d'innovation, puis technologie, puis où est-ce qu'on s'en va en physiothérapie. C'était vraiment quand même intéressant. Là. Denis, il think out the box. Oui, on aurait pu en parler longtemps d'ailleurs. Alors, on essaie de faire quelque chose qui s'écoute bien en termes de temps, qui aborde plusieurs sujets, puis je suis pas mal sûr que vous allez apprécier. Exact. Et pour les passionnés, il y a un extra question. Donc, on ne sait pas quand on va le sortir, mais en tout cas, je dis ça. On a du matériel intéressant. C'est ça. Ça va avoir du fun. Bonne écoute. Bonne écoute. Le Pouls de la physio est une présentation de Medexsa, Physiotech, Services d'électrothérapie et Médicaltronic. Bonne écoute. C'est le fun, c'est notre premier podcast. Denis, c'est un plaisir de te recevoir comme premier invité. Puis en fait, on va discuter de physio ensemble. Denis, on demande à nos invités de choisir un endroit où on veut se rencontrer, puis tu as choisi d'être ici. Fait que dis-nous où est-ce qu'on est, puis dis-nous pourquoi tu as choisi d'être ici. Bon, bien, tout d'abord, je vous remercie d'avoir choisi ma candidature pour être le premier à m'exprimer devant ce podcast-là. Ça me fait grandement plaisir. D'ailleurs, je vous connais tous les deux quand même depuis un petit bout de temps. Il y en a même que j'ai appris à connaître sur les bancs d'université. Et donc, c'est avec plaisir que je vais me prêter à l'exercice aujourd'hui. J'ai choisi l'ordre parce que l'ordre est probablement un lien commun avec l'ensemble des gens qui exercent, qui professent la physiothérapie au Québec. On sait que l'ordre, c'est un incontournable dans la vie professionnelle de toute personne qui, au Québec, pratique la physiothérapie, parce que pour avoir le droit de pratiquer, ça prend un permis, et ce permis-là, c'est l'ordre qui l'émet. Et une fois que le permis est émis, bien, on continue d'accompagner le membre tout au cours de sa carrière, parce qu'on doit faire des inspections professionnelles, on doit au besoin faire des enquêtes quand c'est nécessaire. On parle de toute l'administration, de la formation continue, des nombreux règlements de l'ordre. Alors, ça me semblait la place la plus appropriée pour faire cette rencontre-là. Puis, le contexte aussi est peut-être plus feutré. Ça nous permet de plus facilement faire cette discussion-là. Donc, voilà ce qui m'a amené à vous inviter à venir ici. Bon, ça nous fait plaisir. Puis, Mélodie... Dans ce podcast-là, on veut apprendre à vous connaître personnellement. Donc, Denis le sait, on veut savoir du punch. On veut connaître Denis dans sa vie plus personnelle. C'est pourquoi on aimerait connaître ton amour du baseball. Ah, bon, bien ça, je peux le faire. Oups. Bon. Alors, mon amour du baseball, c'est par extension mon amour pour le sport en général, parce que j'ai, oui, un amour pour le baseball, parce que c'est un sport qui me représente bien en termes de personnalité. C'est un sport qui a des
moments qui peuvent être parfois de réflexion, d'analyse, de pensée, mais c'est un sport aussi où quand l'action se déroule, ça se fait rapidement, ça se fait de façon intense. Puis, c'est un sport aussi qui a une panoplie de règlements puis de règles et tout ça qui définit un petit peu ma personnalité aussi, parce que je suis quelqu'un de très analytique. Fait que c'est un peu peut-être pour ça que le baseball me plaît beaucoup, mais il y a plusieurs autres sports qui me plaisent énormément. Et le sport en général, ça a probablement été un des facteurs les plus importants dans ma vie et dans ma carrière aussi, parce que toute la discipline que l'on développe, parce que j'ai fait aussi du sport, donc toute la discipline que l'on développe pour s'entraîner, pour performer, pour réussir, pour gagner, parce que il y a des gens qui aiment gagner, des gens qui n'aiment pas perdre. Moi, je suis dans les deux cas. J'aime gagner et j'aime pas perdre. Par contre, je suis un bon joueur, je suis capable d'accepter des défaites, mais ça fait partie de ma personnalité. Alors, ça va avec ce sport-là beaucoup, le baseball. Puis, parlant de ta personnalité, mettons, si tu pourrais te décrire, là, je ne sais pas si tu as fait des tests de personnalité, si il y a certaines caractéristiques qui démarquent les autres personnes en général? Je pense que je suis une personne assez moyenne dans l'ensemble. Je ne pense pas avoir de caractéristiques. La seule chose qui me distingue de peut-être la moyenne, c'est que je vais travailler plus que la moyenne pour être capable de demeurer dans cette moyenne-là. Dans le fond, je ne suis pas quelqu'un qui, spontanément, avait beaucoup de facilité naturelle à l'école. Moi, il fallait que je travaille fort pour réussir. Et cette capacité-là de travailler fort, de travailler longtemps, d'être persistant, d'être persévérant, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui m'avantage. Puis, ça s'accompagne aussi de la capacité d'écouter les autres. Moi, j'ai appris énormément en étant capable d'écouter ce que les autres avaient à dire, comment les autres pouvaient aussi faire valoir leur point de vue et faire progresser des idées, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, ça, quand on est capable de s'inspirer de ce que des gens qui ont bien réussi font, parce qu'après ça, on devient rapidement meilleur, mais il faut être capable à la fois de s'inspirer de ces gens-là, mais de trouver aussi notre propre voie. Fait que c'est probablement ce qui me définirait assez bien, là. Mélodie, Ben là... qu'est-ce qu'on boit? Ouh! J'attendais que tu me le demandes. Donc, c'est de Coteau-Rougemont. Ça s'appelle le Saint-Pépin. Merci. On parle de d'agrumes confits et un petit goût boisé. Donc, On goûte à ça, cheers! Ah, ben, Santé. Denis, oui. pourquoi tu es devenu président de l'Ordre? De 2008 à 2014, j'ai siégé sur le conseil d'administration de l'Ordre. On apprend, bien évidemment, l'Ordre a toujours fait partie de mes centres d'intérêt à travers les années. J'ai participé à des comités, j'ai été sur différents groupes de travail, puis on développe tranquillement ce plaisir-là de comprendre les choses et d'essayer d'amener la profession plus loin. Quand j'ai commencé à exercer la physiothérapie, l'accès direct n'existait pas, ce que j'ai pu voir apparaître tous ces changements-là. Alors, de 2008 à 2014, j'ai eu l'opportunité d'être sur le conseil d'administration, puis je voyais comment les choses se développaient, je voyais comment les décisions étaient prises, je voyais aussi comment les gens autour de la table orientait les réflexions pour en arriver à une finalité qui ne me convenait pas. Il y a des choix qui étaient faits, qui étaient tout à fait légitimes, mais qui ne représentaient pas ce que je considérais comme étant la meilleure perspective d'avenir pour la physiothérapie. Alors, as-tu un exemple? Oui, comme quoi, mettons? Il pourrait y en avoir plusieurs. Prenons quelque chose qui nous a marqué, peut-être. Les deux plus punchés. Les deux plus punchés. OK. Prenons l'exemple des pratiques avancées. Je trouvais que la façon dont on s'y prenait pour faire progresser les champs d'exercice de la physiothérapie, qui étaient quand même des champs qui étaient bien, je dirais, implantés sur le terrain, mais peu connus, n'avait pas suffisamment de réverbération à l'intérieur de la communauté de pratique. Alors ça, je trouvais qu'on était beaucoup trop timide, qu'on ne poussait pas assez fort là-dessus, puis c'est pour ça que c'était un des champs un des chantiers, j'appelais ça les chantiers, en 2014 quand je me suis présenté. L'autre chose aussi que je trouvais qui était peut-être un peu hésitant, c'était la façon dont on était incapable de pousser l'exercice de la profession des technologues en physiothérapie, ce qu'on appelle des technologues en physiothérapie aujourd'hui. Alors, à l'époque, les thérapeutes en réadaptation physique, je parle en 2014, premièrement, le nom du programme d'études était
pratiquement inconnu des gens. On disait, j'étudie en technique de réadaptation physique. Les gens ne savaient pas c'était quoi. Ils pratiquaient comme thérapeute en réadaptation physique. Puis on le sait aujourd'hui, on a fait un sondage, puis moins de 1% des gens savaient ce que c'était un thérapeute en réadaptation physique. Le programme n'avait pas été révisé depuis 1997 et le règlement 94e limitait l'expression ou le potentiel complet des technologues en physiothérapie. Alors, quand je suis arrivé à l'ordre en 2014, ces 4 choses-là ont été d'emblée une source de préoccupation. Et puis aujourd'hui, je suis content, c'est terminé. Et on a réussi à changer le nom du programme, de changer le nom du professionnel, de moderniser le 94e et de faire une révision du programme de techniques de physiothérapie. Donc, ce changement de nom-là est beaucoup plus éloquent. Et c'est difficile quand tu exerces une profession et qu'à la simple évocation de ton titre professionnel ou du nom du programme d'études, les gens sont incapables de te situer dans un domaine de pratique. Fait que pour ces raisons-là, c'est 2 exemples. Je pourrais continuer comme ça parce qu'il y en a plusieurs autres, mais c'est 2 exemples de choses qui, à mon avis, nécessitaient un coup de barre. Puis, la maturité que j'avais acquise durant les 6 années sur le conseil d'administration me permettait de dire, OK, moi, je suis prêt à aller de l'avant, puis postuler pour le poste de présidence, parce que c'est un poste sélectif, hein, alors c'est pas un concours, là, c'est vraiment, il faut faire valoir ses idées. Et puis, ça s'est très, très bien déroulé. Puis en fait, tu dis que c'était 6 ans sur le conseil d'administration, mais en fait, ça vient d'avant ça. Tu sais, tu as eu d'autres choses avant ça dans ta carrière qui t'ont permis là, d'arriver à te sentir prêt, là, j'imagine, pour prendre ce poste-là. Oui. On dit souvent, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais Pasteur disait souvent que la chance sourit aux esprits préparés. C'est-à-dire que les gens chanceux, ce sont souvent des gens qui ont démontré beaucoup de curiosité, qui se sont informés, qui se sont tenus au courant, qui ont côtoyé des personnes intéressantes aussi, qui se sont peut-être mis le nez un peu partout, dans le fond. Puis là, l'opportunité se présente. Puis là, juste avant 2014, et avant même d'être sur le conseil d'administration, les gens m'approchaient en me disant « je te verrais, il me semble, de faire un petit bout sur tel comité ou sur le conseil d'administration. » Puis, il y a eu un mouvement assez important quand est venu le temps de l'élection à la présidence en 2014. Et puis, vraiment, je me sentais très appuyé par la communauté de pratique, la communauté de cliniciens en physiothérapie. Donc, fait que ça m'a mené là. Donc, certains pourraient dire il est chanceux, il est tombé à la bonne place au bon moment, mais à ce moment-là, je reprends les paroles de Pasteur en disant que c'est que la chance sourit aux esprits préparés. Alors, je crois que j'ai été préparé pour ça. Puis la chance s'est présentée. Et puis ça a donné ça. Puis c'est un rôle qui est quand même politique, dans le fond. C'est un rôle politique. La présidence d'un ordre, c'est pas un rôle opérationnel. En fait, moi, je suis le président du conseil d'administration de l'ordre. Alors, le travail d'un président d'un ordre, c'est pas un travail d'opération du courant sur le terrain. C'est une personne qui doit avoir une capacité de se projeter dans le temps par rapport à l'exercice de la physiothérapie contemporaine, 2021, 2022, 2023, et être capable de voir juste assez loin pour être capable de guider l'ordre dans la bonne direction, sans nécessairement être trop loin en avant, parce qu'à ce moment-là, on perd les gens qui doivent nous accompagner là-dedans, puis on risque plus de se tromper. Ce qui fait qu'il faut être juste à l'avant-plan, être capable de voir les tendances, être capable de voir où s'en va la profession, puis être capable de fédérer les gens derrière soi. Parce que si tu pars puis tu penses que tu as raison, tu te retrouves tout seul à un moment donné, tu dis ce qui sont les autres, c'est parce que tu as un problème, tu es allé trop vite ou tu n'as peut-être pas fait les bons choix. Donc, il faut être capable de fédérer les gens derrière nous et les amener à nous suivre. Mais pour ce faire, c'est pas un administrateur qui va faire ça au sens de l'administration. C'est de la gestion quotidienne. Ça prend vraiment... C'est un poste où la réflexion et l'analyse, puis en même temps, la capacité d'entrevoir les ouvertures se présente. Puis c'est pour ça que dans un poste comme celui-là, il faut être évidemment présent au bureau, mais surtout être présent dans tous les événements, les occasions, les congrès, pour savoir où s'en va la pratique de la physiothérapie. Puis durant l'ensemble des années que j'ai faites, j'ai été dans à peu près tous les événements auxquels on m'invitait là, quand c'était possible, parce que ça me donnait la chance de parler aux étudiants qui étaient en progression et qui s'en allaient accomplir compléter leur carrière, les enseignants, les professeurs d'université, de cégep qui guidaient ces étudiants-là dans le bon sens, puis en même temps aussi tous ceux qui exerçaient la pratique, que ce soit dans des congrès ou ailleurs, pour savoir vers quoi on s'en va, c'est quoi la physiothérapie de demain, puis dans 2 jours, puis dans 1 semaine, pour être capable de guider dans la bonne direction les personnes qui sont ceux qui exercent sur le terrain, hein, parce que c'est eux autres, au final, qui font le travail. Mais là, quand tu parles de guider, c'est du leadership?
Oui. Est-ce que c'est naturel pour toi ou comment est-ce que tu as appris ça? Comment est-ce que tu te vois dans ce rôle-là? Est-ce que c'est quelque chose que... Ouais, comment est-ce que c'est devenu plus naturel pour toi ou est-ce que ça l'est même naturel? Je pense que la réflexion qui mène à être capable de faire du leadership, c'est une réflexion qui va tranquillement se développer parce qu'on parle à des gens qui sont dans ces domaines-là très connaissants, qui vont être capables de vraiment t'amener plus loin que qu'est-ce que toi tu sais. Ensuite, tu synthétises ça et tu challenges l'idée au maximum, puis après ça, tu te l'appropries. OK? Puis là, tu te l'appropries au point où tu en connais au moins autant que la personne qui t'a instruit là-dessus. Et après ça, tu es capable de la défendre, puis tranquillement, tu finis par avoir consulté assez de gens pour savoir que c'est la bonne chose à faire. Donc, c'est comme ça qu'on détermine si cette voie-là, si cette idée-là est la bonne. Puis ensuite, il faut être capable de la défendre parce que on a beau dire, ça, c'est la meilleure chose à faire, mais si on n'est pas capable de porter ce message-là adéquatement aux bonnes personnes, aux bons endroits, de la bonne façon, bien, on va rester avec notre bonne idée, puis on n'ira pas plus loin. Et là, à ce moment-là, on fait du surplace, puis la progression de la profession ne se fait pas. Alors, il faut être capable de, quand on l'a, on la pousse, on l'avance, on l'amène, toujours avec beaucoup, beaucoup de respect, parce que ça, c'est très important. Puis, généralement, on voit rapidement qui seront nos amis puis qui seront nos ennemis dans cette tâche-là. Puis, il faut savoir rapidement les identifier puis composer avec. Et ça, c'est constamment présent dans l'ensemble des choses que l'on fait. Aimes-tu ça? Ah bien, c'est passionnant. Une fois qu'on est capable de le faire puis qu'on accumule des réussites, on développe une passion pour ça parce qu'on se dit « Ah, wow! » Puis je suis assez chanceux parce que les membres de l'ordre, ce sont des gens qui sont dans l'ensemble très reconnaissants. Ce sont des gens qui sont capables de dire « Ouais, ça c'est un bon coup. Ouais, ça aurait pu être mieux. » Puis, tu sais, ça aurait... Et ça, on a des bons coups, des moins bons coups, mais dans l'ensemble, on est capable de... quand on voit que les gens... les gens nous écrivent beaucoup, vous savez, avec les médias sociaux, je reçois une quantité astronomique de messages, puis c'est le fun parce que ça nous alimente beaucoup. Il y a des noms qui reviennent, il y a des gens qu'on reconnaît, il y a du monde qu'on ne sait pas c'est qui, mais on s'en doute. Mais toujours est-il que tout ça, ça fait qu'on a énormément de récompenses quand on accomplit des choses. Alors, on a une profession où les gens sont très reconnaissants, donc c'est motivant, fait qu'on aime ça, c'est certain. T'sais. Même quand on se trompe, on est capable, surtout quand on est capable de l'admettre, puis ça, c'est pas un problème, en disant, OK, ouais, si c'est à refaire, je ne le ferai pas comme ça. Je le ferai plutôt de telle ou telle façon, parce qu'on apprend, évidemment, dans notre démarche. Puis ça, encore là, des exemples, j'en ai plusieurs, mais c'est juste d'être capable de le reconnaître, parce que, ça, dans le fond, il faut s'assurer qu'il ne faut pas avoir raison à tout prix. Hein? Ce n'est pas nécessaire, ça. Il faut être capable d'avoir une profession qui progresse. Fait que si toutefois, dans ce cas-là, on a manqué notre coup, il faut qu'au final, quand même, on arrive à faire avancer nos projets, puis la profession surtout. Fait que... j'ai deux questions. Première question, dans le fond, on comprend que dans le fond, c'est un rôle de présidence, donc il y a un conseil d'administration, donc on ne se mêle pas des opérations, il y aurait une direction générale. Mais comment cette relation se fait? Puis à ce moment-là, quel serait ton quotidien? Puis après ça, quel conseil tu donnerais à la prochaine personne qui va suivre? Parce qu'on sait que tu es en fin de mandat, donc un bon conseil pour la prochaine personne dans tout cet écosystème-là, finalement, là. Alors, quand on est président du conseil d'administration, il faut avoir un leadership qui va faire en sorte que les gens autour de la table vont avoir le goût de dire oui à tes projets. Ce qui fait que les dossiers doivent être bien montés, ils doivent être bien présentés. On doit s'assurer que les administrateurs en connaissent tous les tenants et aboutissants. Et c'est pour ça que la façon dont je préside le conseil d'administration, c'est qu'on a à l'intérieur du conseil d'administration des comités de travail qui vont proposer des projets que je vais avoir suggérés très souvent. Ces projets-là sont développés, prennent une couleur qui accommode tout le monde, qui fait l'affaire aussi, parce qu'oublions pas qu'au final, c'est toujours la protection du public qui va dominer dans nos décisions. Le projet est amené au conseil d'administration et il est adopté. Alors, une fois qu'il est adopté, là, à ce moment-là, moi, je m'assure que la directrice générale, qui est merveilleuse en passant, Marie-France Salva, qui fait un travail remarquable, prend la commande qui lui a été transmise par le conseil d'administration et l'opérationnalise dans sa structure. Alors, les différentes directions sont mises à contribution et, de façon régulière, les directeurs et la directrice générale, surtout, vont témoigner de l'avancement des travaux qui ont été pris. Donc, il y a toujours une décision qui part du conseil d'administration, qui s'opérationnalise. Et généralement, quand on a une belle complicité avec la directrice générale et qu'on est capable d'avoir des indicateurs, parce qu'on ne peut pas
peut pas mesurer ou on ne peut pas évaluer, on ne peut pas suivre quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Hein? Alors, quand on peut mesurer les choses et quand on sait le niveau d'accomplissement qui est fait, bien, on est capable de voir si nos dossiers avancent, et c'est notre cas. Puis, il faut être capable d'avoir des mesures d'impact aussi, parce que c'est quoi le facteur d'impact d'une telle mesure qui est mise en place? Parce que si on pense aux radiographies ou si on pense à plein de choses, on peut mettre des choses en place, mais est-ce que ça s'est traduit sur le terrain par étant une amélioration de la condition de soins que les patients recevaient? C'est toujours au final là où il faut y arriver. Et ça, généralement, on est capable de le faire avec les outils qu'on a. Tu parlais, Denis, tantôt, tu as parlé de choses dont tu semblais fier là, d'avoir accompli, là, quand tu as parlé des premières choses que tu as adressées là, quand tu es rentré comme président à l'ordre au début, là, dans ton premier mandat. Mais il y a sûrement des choses que tu vas regretter de ne pas avoir eu la chance d'accomplir, ou tu dirais, si j'avais un autre mandat, sur quoi est-ce qu'on travaillerait? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir travailler, mais que tu n'auras pas la chance de faire, donc sans avoir nécessairement de regrets? Ce serait quoi les prochains chantiers? Ou c'est quoi les choses que tu as essayé d'avancer, finalement, ça n'a pas eu le succès que tu aurais voulu? Oui. Dans les projets qui sont émis, parfois, il y en a qui vont partir dans un sens et que le temps va les faire évoluer un petit peu différemment. Bon. Alors, il y a effectivement des choses qui auraient pu avancer plus rapidement, mais pour lesquelles soit que c'était un peu prématuré ou soit que c'était pas la bonne intuition au départ. Prenons toute l'évaluation préventive en physiothérapie. J'étais convaincu qu'il y avait dans ça quelque chose à aller chercher pour l'exercice de notre profession dans une perspective préventive. Puis, on a mis en place des gens qui ont réfléchi à ça, qui ont travaillé là-dessus, qui ont développé des choses. Mais finalement, ça n'a pas pris la tangente que j'aurais souhaité parce qu'on n'a pas été capable de démontrer avec une assez grande solidité qu'une intervention préventive, que ce soit du dépistage à l'école ou tout ça, pouvait donner vraiment une mesure de résultat intéressante. Cependant, de cette situation-là qui n'a pas évolué comme je l'aurais peut-être souhaité, a émergé la notion de pronostic en physiothérapie, qui, elle, va drôlement bien. Parce que vous savez que quand on travaille avec des patients, que ce soit un lésé médulaire, une amputation ou un POC, un problème cardiaque, les gens nous arrivent, ils ont une condition, ils présentent une liste de déficiences et d'incapacités. Puis là, nous autres, on regarde ça et on se dit, OK, à la lumière de ce que vous présentez là comme signes et symptômes, comme déficience et incapacité, voici ce que l'on pourrait s'attendre à ce que vous soyez capable de faire. Hein? N'oublions pas notre objectif du rendement fonctionnel optimal, c'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'est vraiment aidant. Donc, on n'est pas à l'étape de l'évaluation prédictive jeune, mais on est capable de faire une évaluation avec une composante pronostic qui fait partie intégrante du continuum diagnostic-pronostic qu'on fait en physiothérapie. Alors, vous voyez, la première partie qui n'a pas vraiment marché comme je l'aurais souhaité a finalement trouvé quand même une finalité qui est relativement excellente là, pour le pronostic. Tu sais, dans le contexte de prévention, quand on regarde, tu dis que ça n'a peut-être pas évolué de la façon qu'on aurait voulu, puis finalement, on n'est peut-être pas capable de démontrer que si on fait de la prévention, puis là, tu t'as semblé parler de la partie scolaire, là, par exemple, si un physio faisait des évaluations, est-ce qu'on trouve des problématiques de croissance potentielle, etc., chez des enfants ou chez des jeunes? Est-ce que des fois, je pense qu'il y a des blind spots dans la recherche où est-ce qu'on pourrait se dire, juste le fait que, par exemple, un physio ou un technologue va à l'école, cette prévention-là, c'est aussi une reconnaissance de la profession, ce qui amène à une certaine protection du public plus tard, dans le contexte où la personne qui a une douleur au genou, par exemple, va consulter parce qu'elle connaît la profession. Donc, est-ce qu'on peut aller plus large encore que cet aspect préventif-là? Oui, ça pourrait être le cas, mais à ce moment-là, ça deviendrait vrai pour à peu près l'ensemble du système professionnel. Il faut vraiment que lorsque l'on fait une intervention, que la pertinence de l'intervention domine. Puis ça, on a été longtemps en physiothérapie, puis c'est encore le cas, où il y a certaines interventions dont la pertinence clinique n'est pas tout à fait établie et que ça se fait encore. Je recule dans le temps, je me souviens qu'à une certaine époque, à toutes les fois qu'il y avait une prothèse totale de genou, on mettait le monde sur le CPM, puis on avait des mesures à atteindre à tel moment, puis tout ça. Le temps nous a démontré que c'était complètement inutile de faire ça. L'état de la recherche à ce moment-là était quand même assez embryonnaire là-dessus, mais de voir comment, des fois, on forçait pour que la personne atteigne son 90 degrés, alors qu'on lui causait beaucoup plus de problèmes qu'on pouvait l'aider. Alors, la pertinence du geste n'avait pas été démontrée, puis ça a créé probablement pour certains des inconforts, puis peut-être même des douleurs bien ennuyeuses. Alors,
aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, essayons de prouver la pertinence de notre intervention pour la personne qui reçoit le soin. Puis après ça, on verra si ça vaut la peine de le généraliser ou de l'étendre. Mais je parlais plus des... Vous savez, il y avait une série de tests qu'on faisait, comme par exemple aller toucher nos doigts en arrière du dos, tout ça. Bien, c'est prédictif de à peu près rien. Là, c'est l'équivalent du FMS, là, par exemple. Par exemple, le FMS, c'est un bon exemple. Mais dans le fond, fait que ce qu'on comprend, puis la recherche en parle maintenant, c'est que l'évaluation préventive ne fonctionnerait pas, mais la prévention en soi, moi j'ai l'impression, puis peut-être que c'est personnel, que le physiothérapeute aurait sa place. Oui. Et d'ailleurs, il y a même le 39.4 dans le Code de déontologie qui prévoit cette approche-là de prévention. Alors, toute la prévention qui est pertinente, évidemment, là, est tout à fait correcte. Quand je parlais d'évaluation préventive ou prédictive, tantôt, c'était vraiment un format classique où on faisait venir les gens. Okay. Puis, si je recule dans le temps, moi, je me souviens quand j'étais... à l'école primaire, on nous faisait mettre en T-shirt, puis il y avait une infirmière qui regardait si on avait une scoliose. C'est que tous les enfants, on était tous en ligne comme ça, en bédaine, ça regardait. Et puis, bon, il y en avait certains qui avaient une scoliose, mais des fois, c'était très, très mineur. Ça portait aucune conséquence pour la personne, mais bon, je ne sais pas si l'intervention avait vraiment un certain intérêt chez ces cas-là. Vous savez qu'en technique policière, jusqu'à peut-être une dizaine d'années de ça, toutes les candidates ou les candidats pour les techniques policières passaient une radiographie du rachis pour savoir s'il y avait une scoliose. Et des scolioses au-dessus de 7 degrés ou 11 degrés, là, je ne me souviens plus, c'était en dehors du programme de technique policière. Alors, vous voyez comment ces choses-là ont eu cours. Il y a des gens qui ont probablement passé à côté d'une superbe carrière et qui auraient adoré ça. Et puis, vous voyez, ce sont ces choses-là, moi, pour lesquelles maintenant, je suis très prudent. Puis, c'est pour ça que je vous disais que ça, j'ai pensé à un moment donné qu'on avait un filon intéressant là-dessus. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Mais au-delà de ça, dans le fond, là, durant ton mandat, est-ce que tu as l'impression qu'il y a certaines difficultés ou des mouvements que tu aurais voulu faire avancer ou des actions que tu aurais voulu faire avancer, mais soit le timing n'était pas là ou il y a eu des bâtons dans les roues finalement? Là. Est-ce que tu as un exemple de choses qui a été plus difficiles à faire avancer pour des facteurs externes ou internes là, à l'OPPQ? Surtout des facteurs externes. À l'interne, je ne peux pas dire que... Oui, il y en a eu quelques-uns. Je pourrais peut-être donner un exemple aussi, mais ce sont des facteurs qui sont intrinsèques aussi à des organisations. Prenons par exemple les radiographies. En 2014-2015, je faisais des représentations auprès du Collège des médecins. Je leur disais, mais regardez, ce que la littérature nous dit, c'est que dans les conditions aiguës et traumatiques, on peut prescrire des radiographies avec le même taux d'efficacité qu'un médecin le fait si on utilise, par exemple, les critères de l'ACR. Alors, ça a pris plusieurs années avant d'atteindre un résultat qui, normalement, aurait dû se faire très rapidement parce que les évidences étaient toutes là. Mais toute la dimension politique, la capacité d'influencer les décideurs était présente. Et un des graves problèmes, à mon avis, du système professionnel, c'est le fait qu'à chaque fois que tu veux demander une capacité ou une autorisation pour faire quelque chose de plus que qu'est-ce que on peut faire ou qu'est-ce que l'on fait normalement, il faut constamment passer par le Collège des médecins. On ne passe pas par le gouvernement. Oui. Alors, ça vient de la loi médicale. Bien, en fait, on a des autorisations qui nous sont données. C'est un règlement d'autorisation pour faire une activité réservée aux médecins. Et les médecins ont toutes les activités. Okay? Même s'ils n'en ont jamais fait, ils l'ont pareil. Comme les aiguilles sur le derme, mettons? Par exemple, les aiguilles sur le derme. Alors, ce sont eux qui vont donner le règlement d'autorisation. Mais je dois dire qu'il y a eu quand même un grand changement dans les dernières années, et notamment, je pense au docteur Jean-Bernard Trudeau, qui a été une des personnes qui a été la plus ouverte que j'ai pu connaître là-dessus et qui a fait progresser ces dossiers-là. Mais si aujourd'hui, j'avais à faire la même démarche, je pense qu'on réussirait à faire ça dans d'un an et demi, 2 ans, très facilement. Ça a pris 4 à 5 ans à le réaliser auparavant parce que les esprits n'étaient pas prêts à ça. Il y avait encore trop de résistance. Mais quand on regarde le système de santé tel qu'il se comporte actuellement, avec la pandémie qu'on a eue, tout ça, les gens n'ont plus le choix maintenant. Là. Alors, ces barrières-là ont été vaincues, puis on est capable d'aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel. Et ça, je pense que c'est un gain important. Donc, ça, c'est des barrières externes qui existaient. Elles sont de moins en moins présentes, mais elles sont encore là, notamment pour tout ce qui touche la dimension du remboursement des radiographies. Alors, c'est purement administratif comme problème. Il n'y a aucun coût de système impliqué. Ça ne coûte pas plus cher à la personne. S'il y a de quoi, ça va même coûter moins cher. Mais c'est un combat de tous les instants pour faire changer un tout petit détail
à la RAMQ. Puis ça, c'est un non-sens parce que ça coûte plus cher aux citoyens, ça ne donne pas plus d'efficacité, puis au final, les parcours de soins sont prolongés à cause de ça. Alors que c'est un petit changement administratif très simple qui pourrait être fait. Ça serait-tu lié à un manque de reconnaissance, mettons? Ou à une suprématie, une hiérarchie entre les professions? Je dirais que c'est plutôt une question de pouvoir, oui. C'est des gens qui gèrent ça. Puis, quand quelqu'un veut t'aider et qu'il décide de faire avancer les choses, et le Collège des médecins du Québec a été excellent à ce chapitre-là, là, je veux le mentionner. Là. Parfois, ils ont des membres à l'intérieur qui sont moins aidants, mais il y en a plusieurs qui sont excessivement aidants et vraiment là-dessus, c'est merveilleux. Mais c'est énormément complexe. J'écoutais le premier ministre Legault il n'y a pas longtemps dire: vous savez, là, j'ai un chèque ici là, de je sais pas combien de millions de dollars pour créer tant de places dans les garderies. Là. Je pourrais faire ça demain, là, regardez, je suis là. Mais il dit, il faut que je fasse 17 étapes avant de me rendre jusque-là. Mais là, on parle probablement de la personne la plus importante au Québec, qui a le plus d'influence, là, tu sais. Mais il y a quand même 17 étapes pareilles qu'il doit franchir. Fait que c'est quand même assez lourd administrativement. Donc ça, c'est des fois le parcours du combattant, mais il faut être persévérant, c'est la clé. Puis il faut savoir se créer un réseau de gens influents qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. C'est quoi l'avenir de la physio au Québec, Denis? Écoute, l'avenir de la physio, en fait, c'est une des choses qui me rend triste de devoir partir au mois de juin 2022 à ma présidence parce que j'ai plus le droit de me présenter, sinon soyez assurés que je serai là. Je pense que la physiothérapie ne s'est jamais aussi bien portée au Québec. Puis je suis quand même dans le domaine de la physiothérapie depuis 1986. Donc, j'en ai vu un bout, là, j'en ai vu un bon bout. Et qu'on regarde simplement les avancées récentes, que ce soit la présence des physiothérapeutes à l'urgence, la façon dont les orthopédistes apprécient ce que l'on fait. En fait, les gens nous découvrent ou nous redécouvrent ou sont capables de réaliser « ils sont capables de faire tout ça, ces gens-là. » Et donc, cette reconnaissance soudaine-là nous ouvre des portes qu'on aurait probablement pensé inatteignables il y a peut-être 5 ans ou 10 ans. Il y a une très belle complicité avec les professeurs qui font de la recherche au niveau universitaire. Je pense qu'on a l'exemple récent avec les travaux de Québec, Rose Gagnon pour l'urgence. C'est merveilleux parce que c'est ces travaux-là qui ouvrent les portes. Et il y a une belle réceptivité de la communauté médicale, notamment les urgentologues, les médecins. Ils se disent, mon Dieu, on ne peut plus se permettre en 2022, 2021, 2022 de se priver de ça. Donc, la physiothérapie, c'est jamais aussi bien porté. Puis, au moment où on est, la seule chose qui limite, en fait, la capacité de la physiothérapie de se développer, c'est le manque de main-d'œuvre. Les universités produisent quand même. On est passé de 3 programmes universitaires à 5 programmes universitaires depuis 2000, 5 cégeps à 8 cégeps pour offrir le programme de technique de physiothérapie. Puis je suis pas mal convaincu que les programmes pourraient augmenter, mais le problème principal, le nœud du problème, c'est le manque de place en stage. Parce que l'université, quelle que soit l'université, serait probablement prête à faire les travaux pour accueillir plus d'étudiants. Mais encore faut-il de retrouver des milieux de stage, parce qu'autrement, ils ne pourront pas compléter leur formation. Puis c'est là que le problème semble le plus criant. Tu nous amènes sur l'attrition, Denis. Oui. Tu sais, puis... Mon sujet préféré? Oui, bien, c'est un sujet important parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que c'est... Puis je pense que moi, je suis d'accord avec toi, là. Il manque de monde partout, mais tu sais, quand on regarde des programmes comme, par exemple, il y a 2 ans, à l'Université de Montréal, où c'est à peu près 50% des finissants qui ont gradué, c'est 50% des étudiants qui ont fini, l'autre 50% sont partis en cours de programme. On connaît là, à peu près combien d'années les physios restent sur le marché du travail, membres de l'ordre, donc qui pratiquent comme technologue ou physiothérapeute. Pourquoi? Si la physio va bien, c'est quoi qui se passe de ce côté-là? Il faut regarder plusieurs... C'est comme n'importe quoi, il y a toujours plusieurs paramètres à regarder. Bon, tout d'abord, entre 2000 et 2020, il faut savoir qu'il y a 44% plus de physiothérapeutes inscrits au tableau des membres. Depuis 2010, parce que les technologues en physiothérapie sont plus nouvellement à l'ordre, bon, donc de 2010 à 2020, il y a eu une augmentation de 21% de technologues en physiothérapie. Donc, les effectifs ont augmenté, OK, de façon nette dans les 2 cas. Cependant, le professionnel en exercice travaille pour à peu près une durée d'environ 10 ans. C'est ce qu'on a comme données. Et l'autre chose que l'on remarque aussi, c'est que ces gens-là vont parfois simplement bifurquer et être plus présents dans le secteur de l'administration, de la gestion. Auparavant, on n'était nulle part là-dedans. Donc, si on embrasse des secteurs comme la gestion de l'administration, ben, on développe
certain pouvoir d'influence à l'intérieur des établissements. Si on regarde comment les pratiques se sont diversifiées en physiothérapie, en 2000, si je vous dis aujourd'hui qu'il y a plus de 500 membres de l'ordre, physiothérapeutes, qui ont coché, qui font de la rééducation périnéale et pelvienne, alors qu'on en avait peut-être une poignée en l'an 2000. Donc, il y a des champs de pratique qu'on n'occupait pas avant, mais là, on est rendu qu'on en a 500 membres qui en font ça. Mais quand ils font ça, ils ne faisaient pas les choses qu'on faisait avant. Même chose pour la rééducation vestibulaire, même chose pour la douleur chronique. Donc, c'est l'étendue des qualités que l'on a comme professionnels fait que nos services sont grandement appréciés, font que nos services sont grandement requis. Alors, la demande augmente à une vitesse folle, alors que l'offre, même si elle augmente, elle ne réussit pas à suivre le rythme d'augmentation. Donc, mais elle se maintient quand même, si on regarde les statistiques. C'est quoi l'augmentation, dans le fond, annuelle de physiothérapeutes au Québec? Annuelle, je ne pourrais pas le dire. Sur une base de 10 ans, on parle d'à peu près 20 d'augmentation sur des cycles de 10 ans. Donc, 2 par année. C'est comme l'inflation, ça, dans le fond. Là. Ça ressemble à l'inflation. Ça dépend pas cette année. Mais tu sais, Denis, mettons, si on revient au programme d'études, tu perds la moitié de tes étudiants sur un programme de 4 ans, 4 ans et demi. Est-ce qu'on compare avec d'autres programmes? Est-ce que c'est normal? Comment est-ce qu'on se pose la question sur pourquoi est-ce que ça se produit? Puis on dirait que ça semble être pire depuis le bac maîtrise. On sait que, je n'ai pas de statistiques, là, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont quitter après les 3 ans de bac. Comme tremplin pour aller dans d'autres professions, parfois d'autres professions médicales. Pourquoi les jeunes n'aiment pas le programme en physio? Pourquoi les jeunes ne persistent pas à finir? Pas tout le monde, mais c'est des pourcentages normaux. Est-ce qu'on voit ça dans les autres programmes aussi? J'ai pas beaucoup de chiffres là-dessus qui me permettraient de m'appuyer sur leur choix de réorientation de carrière. Puis l'exemple qui est donné, c'est celui de l'Université de Montréal. C'est plus l'exception que la règle, oui, quand même. Évidemment. C'est bon. Mais si on regarde l'ensemble des gens qui commencent dans un programme de physiothérapie, parfois, ils vont le quitter. Puis il y a déjà eu des résultats de sondage là-dessus. Il y en a qui cherchaient à migrer vers des professions qui étaient plus payantes. Ça a été clairement dit. Que ce soit la médecine, que ce soit la pharmacie, que ce soit la médecine dentaire. C'était des professions qui étaient attirantes pour ces gens-là et c'était un choix essentiellement financier. En tout cas, ça, les gens l'ont évoqué dans leur sondage qu'ils ont fait. D'autres personnes ont mentionné qu'ils avaient quitté parce que les conditions de travail étaient difficiles. Vous savez, en physiothérapie, j'ai quand même travaillé pas mal longtemps avant d'être à la présidence de l'Ordre, mais je me souviens, moi, d'avoir entré dans une chambre où je devais voir un blessé médulaire, un lésé médulaire tout récent, là, tout ça. Et je devais le voir 2 fois par jour, 5 jours par semaine. La fin de semaine, c'est quelqu'un d'autre qui le voyait, à moins que c'était ma fin de semaine de travail. Je peux vous dire que tu sortais de là, la personne pouvait avoir à peu près mon âge, là. Puis, tu sais, quand la personne te pose des questions du genre, tu sais, je suis sûr que ma blonde va me lâcher, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Mais là, la première fois, tu dis, oh, ouais, ça va être une bonne semaine. Mais c'est parce que c'est 2 fois par jour, puis c'est 5 jours par semaine. Puis c'est un travail qui est très exigeant. Alors, le chirurgien qui l'a opéré, lui, OK, il l'a vu rentrer, probablement qu'il était en sédation. Puis quand il est sorti, il était probablement en sédation. Puis il a peut-être passé 15 minutes avec dans tout son parcours. Puis il dit, écoute, je t'ai stabilisé ça, je t'ai mis des tiges avec des vis, ça ne bougera jamais, cette affaire-là, crains pas. Bye. Le neurologue va faire son tour. Mais nous autres, c'est 2 fois par jour. Hein? Puis des fois, c'est 45 minutes, 1 heure. Alors, il y a ça que les gens évoquaient aussi en disant que la charge mentale du travail est très dure. Hein? Vous l'avez constaté, vous êtes des cliniciens. L'aspect relationnel. L'aspect relationnel, oui. Puis les personnes, quand tu passes 30 minutes, 1 heure avec une personne, on finit rapidement par aller dans des discussions un petit peu plus intimes aussi. Hein. On reste superficiel, on reste professionnel, on fait attention, tout ça, mais inévitablement, il y a des choses que l'on constate. Puis j'ai encore des exemples en tête. Moi, je revenais le soir, là, puis je trouve ça pénible. Là, mais est-ce qu'on n'est pas formé non plus? Dans le sens, les psychologues, c'est leur job, puis ils s'épuisent, mais pas tant que ça. Mais nous, on est zéro formé à ça, d'une part. Peut-être aussi. Puis pourquoi? Est-ce qu'on travaille autant que des gens, que les psychologues, justement? Oui. En fait, c'est que le contexte... Je pense, par exemple. Oui, peut-être. Ou pas? Je le souhaite. En tout cas, il faut dire que l'enseignement qui m'a été donné, j'ai terminé en 91 à l'Université d'Ottawa, ce qui fait qu'à ce moment-là, on en parlait peu ou pas. T'sais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les programmes ont été ajustés en conséquence. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est une profession dont l'exercice est quand même assez demandante puis assez exigeante là, du point de vue mental et aussi du point de vue physique. Hein. Il y en a plusieurs
ceux qui étaient des fervents de la thérapie manuelle, à un moment donné, ils se retrouvaient qu'il y avait quasiment plus de main parce qu'il y avait mal au pouce, puis tout ça, ou qu'ils faisaient d'autres techniques. Mais c'est quand même... c'est ça, ils vont faire d'autres cours. Mais ce sont des choses qui sont présentes et qui font partie du quotidien, mais les conditions ont été évoquées souvent dans un sondage qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps. Pourquoi les gens... Notre sondage a dit la même affaire. C'est la même chose aussi. Oui, c'est pour ça, dans le fond, qu'il y a eu ce podcast-là. C'est dans le fond, on a fait un sondage, puis les gens avaient des questions, finalement. Mais on comprend quand même que s'il y avait plus de lieux de stage, de milieux de stage, il y aurait un effort supplémentaire. Je suis convaincu. J'ai même aucun quand doute. Même une piste de solution je l'ai entendu dire sur très laquelle on souvent. a du pouvoir. Tout à fait, oui. Et les milieux de pratique privée sont quand même assez accommodants, mais il faudrait qu'ils pensent aussi à prendre des gens. Souvent, ils veulent prendre des étudiants plus finissants. On comprend ça aussi, mais il faudrait qu'on puisse être capable d'avoir des étudiants à différentes étapes de leur cheminement. Et les milieux... Prenez des stagiaires, c'est important. Oui. Tant les milieux publics que privés, là, ça, c'est vraiment essentiel. Puis plus il va y avoir d'accueil dans les milieux de stage, et plus tout ce transfert de connaissances-là va se faire en disant, regarde, tel patient, ça risque d'être difficile, mais considère ceci, cela, parce que ça se prépare, ces interventions-là. Je pense que ça pourrait aider des jeunes cliniciens à rester en pratique plus longtemps. Mais on est aussi victime de notre succès, comme je le disais tantôt. Alors, on est appelé maintenant à diriger des départements, on est appelé à faire toutes sortes de choses qui étaient... vous savez, en 84-85, je faisais des stages, puis je me souviens qu'on était dans un plutôt dans les sous-sols d'hôpital dans ce temps-là. On était dans un sous-sol d'hôpital, puis nous autres, on voyait des patients là, tu sais, puis on pensait même pas qu'il pouvait y avoir des postes de gestion à faire pour des gens comme nous. La gestion, ça se fait par... on ne sait pas trop quelle personne dans ce truc. Mais là, aujourd'hui, on envoie des professionnels de la physiothérapie à différents niveaux là, exercer ce genre de travail-là. Puis c'est une bonne chose. Mais ça, c'est le fun, par exemple, parce que souvent, on parle de perdre les physios, mais finalement, il y a des physios qui lâchent la pratique, mais on ne les perd pas, finalement. Ils font avancer la profession d'une autre façon, là, clairement. Il faut qu'ils gardent leur membership. Il faut que ce soit encore des physiothérapeutes. Il faut qu'il y ait encore qui s'appellent technologues, il faut encore qui s'appellent mais pour physio. ça, il faut qu'il y ait la profession à cœur. Puis je pense que, nous, on en parlait, là, mes collègues et moi, on ne pratique plus beaucoup, mais on a vraiment à cœur de faire avancer la profession. Mais pour ça, il faut que tu sois en amour avec ta profession. Puis pour ça, je pense qu'il faut que, dans tes moments plus creux, tu sentes une reconnaissance parce que tout le monde a passé par la clinique temps plein, tout le monde a travaillé fort, a eu des patients avec des composantes de santé mentale. Puis si c'est dans ces moments-là, il n'y a pas de reconnaissance, c'est là que tu te dis, écoute, moi, je m'en vais, puis je quitte l'ordre aussi. Je pense que c'est le message que les gens envoient aussi à un certain moment. Là. Ça fait combien de temps tu es en pratique? Oh mon Dieu, ça fait pas très longtemps. Ça fait 6 ans. 6 ans. Puis là, tu viens de dire, il y a 1 minute à peine. Mais là, je vois presque plus de patients. Oui. Okay. Mais le dit, c'est peut-être pas une représentation classique. Non, c'est ça. Non, mais d'un côté, je pense que dans mon... Attention! C'est moi qui va vous poser des questions si vous continuez. Il faut y aller. C'est une discussion ouverte. Là. Moi, j'aime mieux ça. Et vous savez, dans les années 80, là, il y avait peut-être de mémoire, là, il y avait à peu près 5% des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie qui travaillent en privé. Technologues, je suis bien hésitant de donner ce chiffre-là parce que, dans le fond, ils n'étaient pas membres de l'ordre, qu'on ne sait pas. Sautons une décennie ou deux, on est rendu à 50% de gens qui ont quitté le secteur public ou qui ont tout simplement travaillé uniquement dans le secteur privé. Et puis il y en a beaucoup là-dessus qui sont rendus, qui font de la gestion, qui font de la formation continue, qui font plein d'affaires, mais qui sont en physiothérapie pareil. Alors, c'est pour ça que je vous disais tantôt, la demande qui est offerte aux professionnels de la physiothérapie, elle s'est tellement diversifiée que l'offre, même si elle est croissante, bien, le résultat qui est de soigner des patients n'est pas aussi élevé qu'on l'aurait souhaité. Fait que ça, ces choses-là... Mais ça ressemble un peu aux ingénieurs quand même. Tu sais, les ingénieurs vont devenir ingénieurs puis vont finir dans des postes d'administration parce qu'il reste que l'éducation qu'on a eue, on a appris à faire de la résolution de problèmes, à faire de la gestion, à faire un continuum de soins, d'être humain. Puis c'est ça qu'on cherche dans des postes de direction. Tu sais, dans le fond, c'est des belles qualités qu'on a développées par ce parcours-là. Les professionnels, oui, par ce parcours-là ou par le fait que quand tu rentres dans ce parcours-là, c'est que tu avais des habiletés à la base. Tu sais, fait que c'est un puis l'autre. Oui, c'est ça, c'est contingenté. Dans le fond, les professionnels, c'est des gens intelligents. Fait qu'ils veulent faire des fois d'autres choses dans leur carrière. Mais l'entrepreneuriat, c'est nouveau en physiothérapie. Ne pensez pas que ça date des années 80. Non, ça, c'est quand même moi, je dirais pas mal plus récent. Et l'accès direct a fait en sorte que, je me souviens, en 90, 91, quand c'est arrivé, là, l'accès direct s'est concrétisé. Là, il y avait une clinique qui rouvrait. Je vais vous donner l'exemple de Sherbrooke. Là, j'étais à Sherbrooke. Oh!
il y avait une deuxième clinique qui ouvrait. Ça y est, il y en a une des deux qui va fermer. Ils vont faire faillite. Ils ne peuvent pas... Je veux dire, on n'est plus assez de doigts là, pour les compter à Sherbrooke. Là, les nombres de cliniques qu'il y a. On pourrait faire le même exercice à Montréal. Je regarde que ce soit les bannières là, qui sont... mon Dieu, ça prolifère. Il y a énormément de besoins pour ces services-là. Alors, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le désir d'aller vers des postes de gestion, que ce soit le désir de faire autre chose que de traiter des patients aussi, ça existe. Vous savez. Puis ça fait longtemps ça, que ce modèle-là, ça existe dans le domaine de la médecine parce qu'ils ont depuis longtemps investi des milieux de pouvoir, des milieux politiques, les milieux de décision. C'est parfait pour la profession. C'est une vieille profession, c'est ça aussi. Là. C'est une vieille profession aussi, mais c'est une profession masculine. Et puis, les professions masculines... Oh, ça, c'est punché, là. Ben oui. En fait, trompez-vous pas. Là, quand vous regardez, là, parce qu'on parle de vieilles professions, que ce soit la Chambre des notaires, que ce soit le barreau, que ce soit, si vous prenez dans le domaine de la santé, les médecins. Médecins, c'était très, mais très, très masculin. Les ingénieurs, les femmes, tu voyais arriver une femme, c'est le phénomène dans la pièce quand tu avais une réunion d'ingénieurs. Tout ça pour vous dire que c'était excessivement orienté... masculin. Là, alors, les milieux de pouvoir étaient là, étaient occupés par ces gens-là, puis ils ont fait ce qu'il fallait pour développer au maximum ces choses-là. Mais là, il faut faire attention. Là, la façon que c'est dit, il y a deux interprétations possibles. Bon. Donc, je suis la femme dans la pièce, je vais poser la question. Oui. Est-ce que c'est parce que les hommes avaient le pouvoir puis ne cédaient pas le pouvoir, puis que c'est des professions masculines, ou c'est que les femmes, dans leur profession féminine, ne faisaient pas avancer assez la profession? Non, les hommes ont été un des freins majeurs à l'émancipation féminine. La première femme dans une faculté de médecine, je pense à Montréal, elle n'avait pas le droit de suivre les cours qui touchaient l'anatomie masculine de la région du pelvienne. Ça n'a aucun sens. C'était longtemps, mais c'était vrai dans toutes les sphères de la société. Les femmes ont été gardées à l'écart de façon très incorrecte là, par des gens, des hommes, effectivement, qui avaient ce désir-là de vouloir contrôler. Donc, quand vous me dites qu'en physiothérapie, c'était une profession féminine, il faut me dire qu'on était... D'ailleurs, l'équité salariale l'a démontré, les femmes étaient toujours moins payées que les hommes, puis ça a été une réalité pendant bien des années, puis là, ça commence à être corrigé, mais il y a encore bien du travail à faire. Alors, même si les femmes essayaient de prendre leur place, ils ne leur faisaient pas la vie facile. Là. Mais il faut aussi plus d'exemples féminins dans des situations de pouvoir, parce que même en physiothérapie, c'est plate, mais si on regarde les postes de direction, il y a plus d'hommes que de femmes encore, un petit peu, là. Oui, bien, ça, je ne sais pas au niveau des cliniques, parce que là, on parle du secteur privé plus, parce qu'à l'hôpital, c'est quand même assez féminin, là, au niveau hospitalier. Ça, l'expérience que j'ai me démontre ça. Dans le secteur privé, je ne suis pas capable d'arriver avec des choses qui sont arrêtées, mais c'est que l'idée qu'on dit là, c'est que ça part au départ de la présence très nombreuse des hommes dans ces secteurs de pouvoir-là qui ont fait en sorte se sont gâtés. Là, puis, vous savez, je n'apprends rien à personne en disant non, ça. Là, je voulais juste être sûr qu'on ait bien interprété ton énoncé. Je pense que c'est ça qui m'inquiétait. Mais il y a un mélange de plusieurs facteurs qui expliquent cette réalité-là. Non, c'est sûr. La femme, ça fait pas 1000 ans qu'elle est sur le marché du travail non plus. Donc, puis même quand elle voulait l'être, il ne faisait pas la vie facile. Non, c'est ça. Bon, il y a l'influence du clergé au Québec, puis pas juste au Québec, là, mais bon, on pourrait en parler longtemps. Oui, là, c'est ça. Ouais, mais là, si on s'en va vers le futur, là, on parle de physiothérapie, on avance, c'est un bon moment. Il y a les technologies qui sont quand même plus accessibles, là, qu'on ne voit pas encore en physiothérapie, mais il y a des beaux exemples quand même. Mm-hmm. On s'en va où? Au Québec en physiothérapie, puis la physiothérapie va la physiothérapie va être où, mettons, dans 10 ans? Oui. C'est certain que ce que j'entrevois, et je pense qu'on va avoir tout intérêt à s'y pencher très rapidement, c'est l'évolution excessivement rapide de l'intelligence artificielle. Et ça va nous amener à la personnalisation des soins et ça va nous amener à une efficacité qui n'aura probablement jamais été rencontrée dans l'histoire. À titre d'exemple, on va prendre une personne, on va avoir son phénotype, on va avoir son génotype, on va avoir sa lésion, on va avoir des caractéristiques reliées à la lésion, puis on va être capable d'établir, pour cette personne-là, voici le meilleur traitement à faire, et ça va être grandement conditionné par l'intelligence artificielle qui sera développée. Je peux vous donner un exemple de ce qui se fait déjà dans certains secteurs. Vous savez, pour ce qui est des problèmes de santé mentale, il y a quelqu'un qui a développé une application tout récente, je pense que c'est à l'Université McGill, pour choisir l'antidépresseur de première ligne à utiliser pour certains patients. Parce qu'apparemment que
quand un patient se présente avec un tableau dépressif, avec une dépression, là, le médecin a un taux de succès de prescription de 40% lors de sa première prescription. Parce que les antidépresseurs, puis je suis bien loin d'être un expert là-dedans, mais peuvent jouer sur différents neurotransmetteurs, peuvent jouer de façon synergique. Bon. Il y a des erreurs au début. Là. Beaucoup d'essais-erreurs, ajustement de la dose. En médecine, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Dans le domaine de la santé aussi. Dans l'humanité, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Mais cette application-là, qui mise sur l'intelligence artificielle, rentre une série d'informations propres à la personne. Et au final, on arrive et on dit, OK, le meilleur choix pour cette personne-là, c'est ça. Alors, ils l'ont testé et ils sont passés de 40 à 60% donc, de choix corrects de première intention chez les patients dépressifs. Bon, je crois fermement que ce modèle-là va être éventuellement appliqué à la physiothérapie pour des conditions pulmonaires, pour des conditions cardiaques, pour des conditions... Parce qu'oublions pas nos systèmes, hein, neuromusculo-squelettiques et cardio-respiratoires. On oublie des fois le cardio-respiratoire. Mais on va être capable avec ça de personnaliser les soins, personnaliser les traitements et s'assurer que le patient va avoir le meilleur soin qui soit dans son épisode de soins. Alors, l'essai-erreur va avoir de moins en moins de place. La personnalisation des traitements et tout le volet de la préhabilitation, c'est l'autre. Dans 10 ans, à mon avis, c'est ces trois choses-là qui vont dominer la place. La préhabilitation, c'est la capacité de faire tout ce qu'il faut avant la survenue de la chirurgie ou de l'intervention à venir pour préparer le patient à une meilleure éducation après. Fait que c'est un peu ce que je pense qu'il va arriver. À partir du moment où, parce que là, tu évoques l'intelligence artificielle, puis ça fait penser à des trucs que j'ai lus là-dessus, puis que tu as lu toi aussi, Denis. Tu sais, l'intelligence, ce qu'on voit en ce moment avec le Web 3.0, c'est l'accessibilité de tout ça à la population en général. Donc, tranquillement, la société devient plus équitable en termes d'accès et de capacité d'avoir accès à ces... tu sais, et où la place du professionnel si l'ordinateur pourrait dire à mon client qu'est-ce qu'il devrait faire pour régler son problème d'épaule? Oui. Prenons l'exemple des optométristes. J'aime bien cet exemple-là parce que quand on va chez l'optométriste, vous êtes probablement déjà tous allés aussi. Alors, tu arrives, là, au début, il y a une personne, une technicienne, je pense, là, elle prend une série de mesures. Puis là, il y a un papier qui sort de la machine puis qui est donné à l'optométriste. Et là, l'optométriste confirme la prescription que les appareils viennent de faire. Alors, quand cette constatation-là est faite, on pourrait dire, bien, écoute, la machine vient de le dire, puis c'est tout le temps la même affaire que vous prescrivez. C'est rare que vous défaites une prescription de la machine. La machine est même pas mal bonne. Là, alors, mais est-ce que l'optométriste devient soudainement non utile? Bien, premièrement, il analyse les données qui sont transmises. Il va recommander la bonne lunette, la bonne force, les ajustements. Il va prendre en considération, bon, OK, tu travailles beaucoup à l'ordinateur, pas de la distance. Donc, alors, il y a tout le jugement professionnel, il y a toute l'analyse qui doit se faire, puis l'impression clinique ou le diagnostic physiothérapique et le pronostic physiothérapique. Puis ça, la machine va nous aider à le faire, va nous aider à être plus précis, va nous aider à être plus pertinent, mais ne nous remplacera pas. Et il y a des choses qui pourraient éventuellement échapper, mais le niveau d'intervention va être, on va faire beaucoup moins d'erreurs. Vous savez, en Angleterre, dernièrement, il y a un logiciel qui a été développé et ils ont fait une étude rétrospective. Ils ont pris, je ne sais pas combien de milliers de mammographies de femmes qui avaient été déjà analysées par un radiologue. Alors, l'appareil a passé à travers tout ça et l'appareil avait un taux de détection de masse, en fait, les vrais positifs, là, et il était capable d'avoir des vrais positifs puis les faux négatifs. Et c'était merveilleusement presque parfait, en fait. Le radiologiste en avait manqué ou en avait surdiagnostiqué, alors que l'appareil n'avait à peu près fait aucune erreur dans sa lecture. Alors là, on va se dire, ça vaut-tu vraiment la peine de demander à un radiologiste de lire ces milliers de films-là, alors qu'on sait que la machine va le faire mieux que lui, avec une marge d'erreur encore plus mince. Alors, si toutefois ça devenait ça, j'aurais pas de mal à voir le radiologiste faire autre chose. Fait que si ce genre de situation-là nous arrive, on se rendra utile ailleurs. Mais c'est aussi une crainte en technologie qu'on entend toujours. Si la technologie arrive, on va perdre des emplois. Puis dans le fond, la réponse... C'est plus une modification d'emploi. Mais on s'entend, c'est ça. Dans le fond, la machine va enlever tout ce qui est répétitif. Mais l'automatisation des processus, c'est la première étape avant le AI, de toute façon. Là. La réalité, c'est que la technologie amène d'autres problèmes qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Alors, tu sais, quand on regarde c'est quoi les emplois d'avenir, bien, on réalise que des emplois où on a
Ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça va exister dans le futur parce que la technologie va amener d'autres problèmes. Donc, c'est plus un déplacement. Mais je pense que ça vaut la peine de se poser la question comme profession, où est-ce qu'on s'en va dans tout ça, tu sais. Oui. Mais il y a plein de décisions. Il y a aussi l'accessibilité aux services. Là. Pour moi, la technologie, c'est ça. Dans le sens, en ce moment, on sait pertinemment qu'on ne peut pas traiter tout le monde. Puis on est beaucoup trop dispendieux pour la majorité de la population. Pas qu'on devrait baisser nos prix, on devrait les augmenter. Mais il pourrait y avoir vraiment une étape d'éducation aux clients ou aux patients, dépendant comment on veut le définir, préalable quand même. Mais ça, c'est une particularité aussi qui est vraie au Québec en particulier, parce que pour la plupart des gens, les soins, c'est gratuit. Bon, c'est jamais gratuit. Il y a quelqu'un quelque part qui paye, mais on peut définitivement penser que pour les sommes investies, je ne pense pas qu'on ait un retour sur l'investissement qui est à la hauteur. Et les gens ici ne sont pas nécessairement habitués à défrayer pour leurs soins, par exemple la physiothérapie ou la médecine, mais quand je regarde d'autres professions, que ce soit dans le domaine de la dentisterie, par exemple, ou de l'optométrie, au niveau dentaire, là, je me souviens quand j'allais reconduire mes enfants à l'école, tu sais, tout ça, et mes enfants faisaient partie aussi. Tu regardes et tu te dis, mais ils ont-tu toutes des broches, eux autres? T'sais? C'est pas un service assuré, là, les broches, là, on ne se trompe pas, là. Mais les parents ont jugé que d'avoir une dentition de belle qualité, ça coûte cher, puis on ne peut pas s'en priver parce que probablement que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Puis là, on parle de situations où c'était purement esthétique. Parce que l'alignement des dents, ça demeure une prérogative, ou en tout cas un intérêt esthétique. Là. Il n'y a personne qui n'aurait pas été capable de manger là, s'il n'y avait pas eu des broches. Là. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des parents qui vont investir 10 à 14 000 dans la bouche de leurs enfants quand ils sont jeunes pour qu'il y ait une dentition parfaite. À ce moment-là, es-tu capable de payer 90 ou 75 pour un traitement de physio, selon ce qui est demandé? Bien là, si notre pertinence est là, je suis sûr que oui. Alors pourquoi est-ce qu'on ne semble pas si pertinent que ça pour certaines personnes? Bien, on le lit pour la grande majorité. Regarde la quantité de cliniques de physiothérapie en opération, que ce soit sur l'île de Montréal, Laval, ça n'arrête pas de pousser partout. Ce qui fait qu'on doit être pertinent pour un méchant paquet de monde. Parce que je ne connais pas grand clinique qui en arrache là, présentement. Là. Je parle à beaucoup de cliniciens. Il y en a plusieurs qui me disent on n'a jamais eu autant de clientèle. Si j'avais un physio demain, là, je pense qu'en 2 semaines, je remplis son horaire. Là. C'est beaucoup plus ça que j'entends que le contraire. Donc, est-ce que tu penses qu'on devrait augmenter les prix en clinique privée? Bien, ça, c'est une question d'offre et de demande. C'est un principe économique. À partir de là, c'est de savoir comment vous voulez gérer le modèle. Et ça, c'est pas une prérogative de l'ordre, en fait, de s'assurer de cette balance-là. Mais il faut voir. Oui, mais en fait, c'est que dans les soins, mettons, je pousse plus loin la réflexion, c'est que quand on parle d'un produit et quand on parle d'un service, c'est 2 choses différentes. Un produit, s'il y a une rareté du produit, le prix peut augmenter, puis on crée un état d'équilibre où il y a un certain prix que le patient ne voudrait plus payer pour avoir tel produit. Pour le service, quand c'est un service d'esthétisme ou un service autre, bien, les gens peuvent aussi se poser la question si je vais le prendre ou pas. Mais quand tu es amputé, tu n'as pas ce choix-là. Il faut choix être appareillable. Alors là, il y a une dimension morale qui s'ajoute. Ce n'est pas seulement un produit ou un service peut-être plus facultatif, mais c'est de base. Alors là, à ce moment-là, notre capacité de faire état, parce que vous savez, il y a des gens qui ont des revenus plus modestes, des revenus plus à l'aise, alors là, il faut le regarder, mais c'est aussi très circonstanciel. Il y a des cliniques qui sont situées dans des secteurs beaucoup plus fortunés que d'autres, et puis eux autres peuvent se permettre probablement une tarification plus grande. Mais il y a aussi un enjeu d'accessibilité au public, dans le sens, la personne amputée, par exemple, dans le sens, on s'attendrait à ce qu'il y ait une accessibilité, puis peut-être des services de 2e ligne, des services de réadaptation plus accessibles aussi au public. Oui. Il y a aussi cet enjeu-là quand on parle de tarification et d'accessibilité. Oui, mais la tarification en public existe aussi, sauf qu'on ne la voit pas. Puis en privé, bien, il y a des gens, moi je me souviens d'avoir, quand je pratiquais, il y a des personnes qui préféraient avoir, pour les prothèses totales de hanche et de genoux, un service à domicile avec un physio qui pouvait venir à l'heure que le patient voulait, au moment que le patient voulait, puis parce qu'il y a ça aussi. Puis c'est pas parce que le service qui était fourni par le CLSC ou autre n'était pas correct, mais cette personne-là voulait avoir un certain contrôle sur son agenda un peu plus, puis elle préférait le matin, de bonne heure n'était pas tellement bonne. Puis c'est sûr que le CLSC ne peut pas voir ses patients juste 70 heures, 2 heures le
l'après-midi, hein, vous comprendrez. Là. Et alors, eux autres, il y avait cette plage horaire-là. Pour elle, 8 heures le matin, c'était trop de bonne heure. Puis ce qu'elle aimait, elle, c'était en fin d'après-midi, vers 16 heures, tout ça. Mais 16 heures, le CLSC ne va pas là. Alors, Ils ont fini de travailler. ben, peut-être que là, l'horaire est fini. Mais toujours est-il que la personne disait, ben moi, non. Mais à ce moment-là, c'est normal. C'est pour ça qu'il Ben y a un service privé puis un service public. Exactement. Si le service public ne te répond pas, tu peux aller au privé. Mais Tout à fait, ouais. si le service public ne répond pas assez à la demande, c'est aussi une problématique. Oui. Puis c'est le cas, vous savez, il y a pas si longtemps, moi, quand j'étais clinicien à l'hôpital, on voyait des épicondylites à l'hôpital, en clinique externe. Aujourd'hui, on voit plus ça, là, c'est impensable. Alors, ça a tout été fermé, ces cliniques-là, mais c'était quelque chose de très, très fréquenté, mais le système ne pouvait plus le supporter. Ça suit la privatisation. Quand on regarde les montants dépensés en santé publique et privée, si on prend le Québec, par exemple, depuis les 30 dernières années, à chaque année, ça augmente. À chaque crise économique, ça augmente encore plus, parce que c'est un système qui prend 50% de nos taxes et impôts. Alors, où est-ce que le gouvernement peut couper quand il manque d'argent? La première place, c'est la santé en public, malheureusement. On arrive proche de la fin. On peut peut-être terminer quelques questions. Je ne sais pas si tu as des choses avec lesquelles tu voudrais aller de l'avant, Mélodie. On n'ira pas avec la question punch de la fin tout de suite. Je pense que si tu avais un mot à dire aux physiothérapeutes pour le futur, c'est vraiment une ligne directrice, je dirais, mais comme avec plus de caractère, là. T'sais, on enlève notre chapeau d'ordre, on prend le chapeau Denis Pelletier, physiothérapeute, j'ai à cœur ma profession et je dis quelque chose qu'on veut faire résonner dans le cœur des gens. Qu'est-ce que tu dirais? Là, j'ai 3-4 affaires qui me viennent à l'esprit, mais je vais retenir la première qui m'est apparue, c'est soyez audacieux. Mais audacieux de façon pondérée, de façon modeste, de façon affirmée et de façon, je dirais, qui va avec la culture d'un clinicien en physiothérapie, qui est plutôt posé, en tout cas pour ce que je souhaiterais. Alors, soyez audacieux avec modestie. On est rendu à ma question punch. OK. Quelque chose que tu n'as jamais dit publiquement qu'on ne sait pas sur Denis Pelletier. OK. Ça me fait penser à ce qu'on jasait avant d'entrer en ondes, tout ça. Alors, j'en ai un qui vient et je vais le dire. Alors, comme ça, je suis allergique de façon incroyable. Là, ça vient me chercher comme c'est pas possible. Tout le discours woke que l'on entend dans la société, qui est, à mon avis, qui manque tellement de nuances que on se perd. T'sais. Alors, tout ce que j'ai vu qui s'est fait dans les universités, notamment pour l'incapacité de certaines personnes de prononcer certains mots dans un contexte d'apprentissage pédagogique, encadré, ça me renverse. C'est quelque chose que je ne comprends pas et qui, probablement, que je n'ai jamais dit de toute manière, mais que là, j'ai dit parce que ça m'a frappé et ça m'a énormément déçu de voir cette mouvance-là s'établir, bien qu'il y ait des fondements intéressants à tout ça. Je ne peux pas concevoir que l'on ne puisse pas aborder de façon sérieuse certains thèmes simplement par le fait qu'on ne peut pas prononcer le mot en question. Fait que ça, c'est oui. Ça serait quoi l'alternative, dans le fond, là? Bien, tout simplement d'être capable de mettre en perspective la situation que l'on veut explorer, que l'on veut découvrir, que l'on veut apprendre, que l'on veut comprendre, que l'on veut partager, et après ça, d'en parler avec tout le respect qui vient avec ces sujets-là ou ces thèmes-là ou ces termes-là, donc à la fois le thème et le terme. Je ne peux pas m'imaginer qu'en 2022, en 2021, on soit rendu à censurer des universitaires, des enseignants, des gens qui veulent communiquer des idées dans un respect complet des gens en place et de l'histoire aussi. Ça, c'est quelque chose que vous connaissiez peut-être pas de moi. Bon, en tout cas, c'est pas le cas. Super intéressant. Oui. Alors... C'est plus le cancel culture, tout à fait, tout à fait. Donc, d'éliminer un pan de quelque chose qui a déjà existé juste parce que... Oui. Puis on le voit de plus en plus en physiothérapie. Et ça m'embête beaucoup. Ah oui, dans quoi ça, par exemple? On va le voir beaucoup en ce qui me concerne au Canada anglais.
Je suis impliqué beaucoup au niveau de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation. Je fais un travail bénévole, en passant, là, qu'on fait avec beaucoup de cœur et on le voit énormément, je trouve. Et mes collègues le partagent aussi. Sauf qu'ils n'auront peut-être pas... vous savez, mes collègues canadiens en l'Est sont plus réservés. Alors, il y a des choses qui se... Je ne pense pas qu'ils raconteraient ça là, dans un podcast comme ça. Mais c'est probablement mes racines canadiennes-françaises qui me permettent de le faire avec un minimum d'assurance. Là. Mais toujours est-il que je le vois un peu plus dans l'univers de la physiothérapie et ça, j'espère que ça va... Mais en fait, je suis convaincu parce qu'on est des gens assez bien posés là-dessus puis on est capable de faire les nuances qui s'imposent. Ça fait que ça ne m'inquiète pas tant que ça dans le domaine de la physiothérapie au Québec. Mais concrètement, là, un exemple. Un exemple. Je sais que, en fait, ces exemples-là ne sont pas tant que ça rencontrés ici. Mais OK, je vais vous donner un exemple, mais je vais le prendre ici à ce moment-là. On a eu à travailler dernièrement sur... je m'implique beaucoup dans tout ce qui est le développement du référentiel de compétences pour la rééducation périnéale et pelvienne. Et quand on détermine quelles sont les choses qui doivent être faites, dans les soins qui sont accordés aux personnes qui sont là, moi, j'ai tenu à ce que l'on aborde tout le volet des gens qui subissaient des chirurgies transgenres, des chirurgies ou des interventions chez des personnes qui ont subi des mutilations génitales et tout ça. C'est quand même important parce qu'on fait ça en physiothérapie, hein, ceux qui font de la rééducation périnéale et pelvienne. Alors, pour moi, c'était important d'aborder ça dans le cadre des formation qui était à développer. Mais rapidement, quand j'en parlais ailleurs, « Oh non, non, Denis, tu peux pas, parle pas de ça comme ça. Là. Non, là, dis pas ça de telle manière. » Bien, c'est parce qu'il y a des femmes mutilées, c'était plus des femmes dans cet exemple-là. Il y a des gens qui subissent des chirurgies de transformation de sexe, et là, bien, ça implique ça. Oui, mais là, et là, il y avait comme une genre de « Attention, là, c'est trop touché, ça, là, dis pas tel mot, dis pas telle affaire. » Bien là, c'est parce que je veux soigner du monde. Là, tu sais, je veux dire, et là, il y avait une frilosité que je ne comprenais pas parce que la thématique... Et là, il fallait tellement... écoutez, je ne revenais plus à un moment donné. Bien là, j'ai dit, c'est correct, là, on va créer un pattern, on va l'aseptiser, puis on va le rendre demain. Mais ça en est un exemple, ça, de cette situation que je trouvais particulière dans notre profession. Mais c'est un manque de connaissances, ça, parce que tous les sujets sont bons à aborder. Le problème, c'est qu'on n'a pas la connaissance de savoir comment bien l'aborder dans les bons mots. C'est ça la problématique en ce moment. Donc là, on va canceller certains mots, mais dans le fond, si on parle de mettons, de transgenres, par exemple, ou de femmes que finalement, ces femmes-là, mettons, n'ont plus d'utérus ou ont un utérus ou des choses comme ça, c'est juste d'adresser la bonne chose, la bonne descriptif pour la personne. Mais je pense que les gens sont tellement pas informés de comment utiliser le bon mot ou de peur parfois d'être raciste ou d'être homophobe ou quoi que ce soit, va ne plus parler du sujet. Mais c'est vraiment un manque d'éducation, finalement. Bien, c'est ce qui m'inquiète. Vois-tu, quand tu le décris bien, puis ce qui arrive aussi, c'est que l'idée initiale, quand elle a été mise, après ça, elle va être reprise sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui excellent dans l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça c'est super. Et là, ils vont comme envahir tes boîtes de courriel ou des communications, puis derrière un paravent anonyme, ben ils te disent toutes sortes de choses. Et ça, c'est malheureux parce que tu te dis, ben identifiez-vous pour que je sache à qui je parle, comme ça va m'aider déjà beaucoup. Alors, et ça, c'est un autre coin. Mais je vous dirais, je ne le vois pas au Québec, en fait. Je le vois très peu, sinon pas du tout. C'est nettement plus présent au Canada anglais. Et ça, je trouve ça dommage parce que la grande majorité ne sont pas comme ça, mais malheureusement... c'est quelque chose qu'on perçoit présentement. Mais de l'autre côté, si on regarde qu'est-ce qu'on faisait pas avant, dans le sens, je pense qu'il y a aussi ça, dans le sens, est-ce qu'à certains moments, on va être plus adéquat, mais on n'était vraiment pas adéquat au niveau de bien des choses, au niveau, autant, comme je disais, de la sexualité, au niveau du racisme parfois. Donc, peut-être que c'est une correction qui est trop forte, mais au moins, il y a une sensibilisation qui va se faire à un certain moment. Puis je pense qu'on est dans cette phase-là de sensibilisation qui va faire qu'à un certain moment, il y a des gens qui étaient brimés qui ne seront plus, par exemple. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais ça sera un débat pour un autre podcast. Ah, peut-être une prochaine fois. On va recevoir Denis une autre fois pour reparler ce genre de sujet-là. On peut aller profondément là-dedans. En fait, on est allé avec un angle large. Alors, je vous ai suivi à travers tout ça. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent être approfondies, ça c'est sûr. Mais vous allez sûrement rencontrer plein de gens brillants qui vont vous amener sur des pistes plus en profondeur là-dessus. Fait que je n'ai pas d'inquiétude.
Merci beaucoup de t'être prêté à... Merci, super intéressant. Oui, merci de t'être prêté à cette discussion. Merci Mélodie de m'avoir accompagné. À bientôt. Bonne chance. j'espère. Qu'est-ce qu'on te souhaite, bonne chance pour... Oui, Bonne vous savez, chance là, avec il y a- le baseball. Oh oui, mais en fait, moi, mon attention, mon temps, mon cœur, bref, tous mes efforts vont être concentrés sur les 6 prochains mois parce que je termine en juin 2022 et je veux m'assurer vraiment que on fasse le maximum, il n'y aura pas de relâchement, soyez assurés, et bien préparer aussi la relève parce que il faut savoir arriver quelque part, mais il faut savoir bien partir aussi. Puis je veux m'assurer que quand viendra le temps de quitter, que les gens qui seront en place et qui devront prendre le relais le fassent avec beaucoup de compétences puis avec beaucoup de connaissances. Là. Alors, je vais m'attarder à ça. Puis après ça, ben c'est sûr que le restant... Le baseball faisait déjà partie de ma vie, fait que ça va continuer, mais c'est un beau passe-temps. Merci Denis. Merci, Denis. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. On tient à remercier nos commanditaires sans qui ce ne serait pas possible d'avoir produit le podcast aujourd'hui. Et on souhaite vous encourager à venir communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, soit sur le groupe Physio Tes Fils du Québec ou sur nos pages personnelles Mélo Meilleur et... Moi, c'est Frankie Physio sur Instagram ou sur Facebook. Exact. Et j'ai entendu que Denis aimait jaser aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à lui écrire. Merci. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, Services d'électrothérapie et Médicaltronic.